journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Un nouveau numéro du journal sur votre chaîne, mesdames et messieurs, bienvenue et voici le principal titre de ce journal. Opposition à la candidature congolaise au Conseil de sécurité des Nations Unies par la République gabonaise qui, selon la récente sortie médiatique de sa présidence, serait endossée par l'Union africaine pour le compte de l'Afrique centrale. Une dizaine de morts dans une nouvelle attaque des hommes armés non identifiés au village de Walese-DC en territoire de Mombasa, province de l'Ituri. L'avenue Konda Konda au quartier GB dans la commune de Ngalema est en train d'être revêtue de sa belle robe avec les travaux d'asphaltage en cours. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue dans ce journal si vous nous rejoignez. Opposition à la candidature congolaise au Conseil de sécurité des Nations Unies par le Gabon après une sortie médiatique de la présidence de ce pays. C'est le directeur de cabinet du ministre congolais des Affaires étrangères depuis New York où il séjourne en perspective du scrutin qui a évoqué une exactitude sur l'interprétation de ce fait. Relancé depuis le 29 mai dernier, lors du Conseil exécutif de l'Union africaine, présidé par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la candidature de la République démocratique du Congo au siège des membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, réservé à l'Afrique centrale et contestée par le Gabon, un des protagonistes au même poste. C'est ce qu'atteste cette sortie médiatique de la présidence gabonaise. Je vous rappelle que l'Union africaine a endossé officiellement les candidatures du Ghana pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest et du Gabon pour ce qui est de l'Afrique centrale. L'Union africaine a fait un gros travail de réforme sur son organisation, sur ses instances et sur ses textes. Ça fait partie pour moi pour savoir ce qui va être fait. Ce que je peux vous dire du côté du Gabon, c'est que le Gabon a suivi une démarche légitime et légale. Une intervention qui a suscité la réaction du directeur des cabinets du ministère des Affaires étrangères congolaises à la tête d'une forte délégation qui séjourne depuis mercredi 2 juin 2021 à New York pour battre campagne au profit de la République démocratique du Congo en préparation du scrutin prévu le 11 juin du mois courant. Atoki Ileka évoque par contre une inexactitude de l'endossement de la candidature gabonaise par l'UA et précise que la décision de l'organe panafricaine fut de demander aux protagonistes, notamment la RDC, le Gabon et le Tchad, de trouver un consensus duquel se dégagerait une candidature unique pour la région de l'Afrique centrale. Si l'Union africaine soutient la candidature gabonaise, Félix-Antoine Tshisekedi, en sa qualité de président en exercice, essayerait-il d'imposer celle de la République démocratique du Congo après 30 années d'absence? Une question qui fait couler encre et salive à quelques jours du scrutin. Échange mercredi 2 juin 2021 entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Daniel Aselo et les responsables des institutions provinciales de la province du Sankourou autour des questions liées à la légitimité de son parlement provincial et de la déchéance du gouverneur de cette contrée. Ils sont décidés de reprendre leur destin en main et de se mettre autour d'une table pour sortir la province du Sankourou de la crise politique qui n'a fait que perdurer. Voilà qui a soutenu la rencontre tenue mercredi 2 juin 2021 entre le vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Aselo Okuto et les responsables des institutions provinciales du Sankourou. Les dirigeants de cette province, face à leur hôte, ont démontré leur capacité à concilier leur vie pour sauver la province en but à une crise qui bloque son décollage.
Une volonté saluée par les patrons de la sécurité nationale, Daniel Asselo Okito. Cependant, il s'y est de signaler que la réunion va se poursuivre le samedi 5 juin 2021 au cabinet du vice-premier ministre, histoire de permettre à chacun de bien réfléchir dans le sens d'une solution durable. Les priorités en termes de questions policières ont fait l'objet des échanges entre Berete Madi, chef de la composante police de la mission onusienne en République démocratique du Congo, et le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, mardi 1er juin. Précisément la deuxième fois que je rencontre le ministre de l'Intérieur, Affaires coutumières et Sécurité. La première fois c'était avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, où avec le ministre on avait eu à discuter des questions de transition de la MONUSCO. Cette fois-ci, je suis venu plus particulièrement en tant que chef de la composante police de la MONUSCO parler un peu plus de priorité du ministre en termes de questions policières. Donc le ministre, vous le savez très bien, quand il a été officiellement présenté à la police, a eu à exprimer un certain nombre de priorités qu'il souhaiterait voir se réaliser. Et le but de notre visite aujourd'hui, c'était un peu échanger avec lui sur ce qu'il pense devoir être l'appui de la MONUSCO à travers sa composante police à ses priorités. Très clairement, comme vous le savez très bien, le ministre a un portefeuille et puis un domaine de responsabilité qui est très très large. Il nous a demandé, en rappelant les mêmes priorités qu'il avait dites, qui sont les priorités de la PNC avec lesquelles nous travaillons déjà, donc de continuer à travailler avec ceux de ses collaborateurs qui ont été désignés pour que les questions de police puissent être réellement portées au niveau qu'il faut en termes de considération au niveau gouvernemental et pour que rapidement la sécurité des Congolais puisse en bénéficier. Donc cela va naturellement sur les questions de structuration, des questions de réforme. Il nous a encore rappelé l'importance de la réforme de la PNC. Ça passe aussi aux questions d'organisation au niveau opérationnel, sachant que l'Est du pays est en prise une prolifération de la criminalité, qu'il y a l'état de siège qui a été décrété et qu'on attend de la police de compléter suffisamment avec des actions de qualité le travail qui est fait par l'armée. Donc à notre niveau, au niveau de la MONUSCO, nous avons rappelé toute notre disponibilité au ministre et lui avons indiqué que la MONUSCO qui a été présente auprès de la police nationale congolaise pendant longtemps va continuer à le faire pendant cette phase de transition en apprenant les leçons des stratégies qu'on a eu à développer sur le terrain. Et nous avons ensemble convenu par exemple qu'une stratégie que nous faisons qu'on appelle des SOLI, c'est-à-dire des stratégies opérationnelles de lutte contre l'insécurité que nous déployons dans 8 localités différentes et que cela serait une bonne stratégie à dupliquer dans différentes localités où il y a les opérations actuellement et que cela pourrait être une bonne occasion pour le ministre de présenter clairement quelles sont les intentions, les modes d'action de la PNC et d'attirer non seulement l'attention mais aussi le soutien et la mobilisation des autres partenaires sur ces stratégies qui sont censées donner concrètement de la sécurité aux populations congolaises. Et puis en santé, 243 personnes ont nouvellement contracté la maladie à coronavirus lors des 24 dernières heures sur l'ensemble du pays, alors que la province de la Chopo, quant à elle, a enregistré le nombre le plus élevé des cas de contamination, soit 161 cas. Sur 488 échantillons testés, 243 nouveaux cas de contamination par le Covid-19 découverts. Parmi ces cas, 161 sont à la Chopo, 73 au Congo central, 6 au Lualaba et 3 dans le Haut-Ouélé. La RDC dépasse la barre de 30 000 personnes testées positives au coronavirus. Selon le bulletin quotidien de l'évolution de la maladie, 3 personnes sont décédées parmi les cas suivis. Par ailleurs, 61 personnes sont sorties guéries du centre de traitement Covid-19 et du groupe des patients suivis à domicile, dont 58 au Nord Kivu, 2 au Haut-Ouélé
Douélé et un à Kinshasa. Depuis la déclaration de l'épidémie le 10 mars 2020, le total des cas est de 32 177, dont 32 176 confirmés et improbables. Dans l'ensemble, il y a eu 789 décès et 27 727 personnes guéries. Rendons-nous dans la province de l'Ituri à présent. Une dizaine de morts dans une nouvelle attaque des hommes armés non identifiés mercredi 2 juin au village de Wale CDC en territoire de Mombasa. Au total, 12 personnes ont été tuées par des rebelles les mercredis 2 juin au carré minier Exode dans le groupement Karani en territoire de Mombasa, province de l'Ituri. D'après les secrétaires d'administratif, ces rebelles ont utilisé des armes à feu et des armes blanches. Ces 2 dernières semaines, des attaques rebelles ont été enregistrées dans plusieurs territoires de la province de l'Ituri après une période d'observation au lendemain de l'entrée en vigueur de l'état de siège. Rappelons que l'attaque la plus meurtrière est celle signalée dans le chefferie des Baé Maboga en territoire d'Irumu. C'était dans la nuit du dimanche 30 à lundi 31 mai 2021 où plus de 50 personnes ont été sauvagement assassinées. Et puis en politique, les députés révolutionnaires de l'Union sacrée de la Nation ont apporté leur soutien à la décision de l'état de siège prise par Félix Tshisekedi, président de la République, ainsi qu'aux forces loyalistes de FARDC. C'est à travers une déclaration lue mercredi 2 juin au sortir du Palais du Peuple. Lors d'une déclaration faite le mercredi 2 juin 2021 au Palais du Peuple et à Kinshasa, les députés révolutionnaires de l'Union sacrée de la Nation ont apporté leur soutien au président Tshisekedi et aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées dans le processus de pacification de l'Est qui se battent jour et nuit au front pour trouver la paix dans notre pays. Ces députés qualifient la décision prise par le chef de l'État en termes de l'état de siège pour en finir avec les forces négatives dans cette partie de la RDC. Ils demandent à tous les Congolais de se mobiliser comme un seul homme derrière le président de la République qui est le commandant suprême des forces armées en soutenant la mesure de l'état de siège et encourageant les FARDC afin que la paix revienne définitivement dans notre pays. Ils encouragent également le gouvernement de la République à travers tous les ministres impliqués qu'il invite à tout et mettre tout en œuvre pour établir les conditions de vie des compatriotes victimes d'insécurité. Toujours dans le même optique, l'arène politique congolaise est en ébullition depuis les propositions de Noël Tchani sur le verrouillage de la fonction du chef de l'État et autres. Jeannot Kabouya, président de l'ASBL Les Amis de Fachi, s'est aussi invité au débat. Dans son interview accordée à 7 sur 7.7 de mardi 1er juin, Jeannot Kabouya, le président de l'ASBL Les Amis de Fachi, une structure de soutien aux actions du chef de l'État, a formulé plusieurs propositions connexes aux perspectives électorales. Après que chaque groupe linguistique ou des grands ensembles provinciaux ont eu chacun à compter le leur à la tête du pays, son appréhension est qu'un grand ensemble provincial ne brigue de nouveau aux dépens des autres la magistrature suprême. Pour contourner ces problèmes, a-t-il déclaré, nous proposons qu'il y ait une présidence de la République tournante entre les personnalités des différentes provinces. Il faut que demain, les personnalités qui vont postuler ne soient pas issues des provinces qui ont eu déjà à diriger ces pays. Ces provinces devront attendre leur tour. Ici, nous les considérons en fonction de l'ancienne configuration avant le démembrement. À l'analyse du protagoniste, la quintessence de sa proposition est de mettre un terme à la marginalisation de certaines provinces et de remédier au débat sur la congolité soulevé par Noël Tchani. C'est pourquoi il a expliqué, nous citons, « Le moment est opportun puisque je veux corriger les débats stériles qu'il y a aujourd'hui sur la congolité et qui dérangent certaines personnes, notamment dans le camp des Katumbi. Pour nous, la présidence de la République tournante donne l'occasion à chaque province de voir un jour un de ses fils au sommet de l'État. » Fin de citation. Mais ce n'est pas tout. Il s'est aussi prononcé sur une révision constitutionnelle sur l'unicité du mandat présidentiel dont la durée doit selon lui être de 7 ans. Je veux qu'on arrête d'avoir un président ayant un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Pour nous, un seul mandat de 7 ans suffit. En 7 ans, un président aura le temps de faire ses preuves et d'appliquer son programme. Quand il termine son mandat, il n'aura plus droit de se représenter. Dans le cas échéant, une
révision de la Constitution est nécessaire pour ajouter 2 ans au président Tshisekedi en 2023 et après, il ne sera plus candidat. Si ce n'est pas possible, on peut le faire après son 2e mandat s'il sera réélu. Avec notre proposition, le chemin est clair dans la mesure où toutes les provinces seront représentées avec au moins un président de la République au bout de 77 ans, a-t-il expliqué. Toutes ces cogitations et propositions, a indiqué Jeannot Kabuya, ont été impulsées non seulement par les suggestions de Noël Tchani sous le verrouillage de la fonction chef de l'État, mais également par les menaces dont il est victime de la part de certaines personnes qui veulent lier sa proposition à une ethnie. Parlons éducation dans ce journal à l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le ministre de tutelle Tony Mwaba et sa vice-ministre Aminata Namassia ont été officiellement présentés à toute la communauté éducationnelle congolaise à Kinshasa mercredi 2 juin. Suivez. C'était non seulement un moment de communion, mais aussi de communication qui a permis au ministre Tony Mwaba de présenter les grandes lignes de sa vision basée sur la rupture d'avec les antivaleurs. Nous sommes résolument engagés pour le redressement de ce sous-secteur et combattre toutes sortes d'antivaleurs. Devant une assistance constituée de tous les responsables du sous-secteur éducationnel, dont certains venus des provinces, les partenaires techniques et financiers, les syndicats ainsi qu'un échantillon d'élèves venus lui témoigner leur soutien. Tony Mwaba a invité l'assistance à la responsabilité, l'unité à la probité morale, pour la réussite des réformes en cours au sein du sous-secteur, parmi lesquelles la gratuité de l'enseignement de base. Ce n'est pas une affaire du ministre ou de la vice-ministre, c'est notre affaire à nous tous. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour l'avenir de nos plus petits. Quel avenir nous leur donnons? Quel avenir nous leur réserverons? Quel héritage nous allons laisser à nos plus petits? On va parler de l'éducation, mais la base, c'est l'EPST. Et c'est ici que nous devons tout faire pour remettre les choses à l'endroit. Une réforme irréversible, a martelé de son côté le secrétaire général AI, sensibilisant sur la promotion des valeurs qui doivent caractériser tout acteur éducatif. Dans une salle archi-comble et sous une ambiance conviviale, Tony Mwaba a reçu les assurances de toute la famille éducationnelle d'un accompagnement tous azimuts pour la réussite de son mandat. En société, l'ex-première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, a procédé à l'inauguration du siège provincial de son ASBL Initiative Plus dans la province du Haut-Katanga, installée officiellement dans cette province le 1er mai dernier. Reportage. Un mois après l'installation de la coordination Initiative Plus OLK au Katanga, Marie-Olive Lembe Kabila vient de doter cette équipe des bureaux. C'est dans ce modeste bâtiment pimpant neuf que l'ASBL Initiative Plus va désormais travailler en vue de répondre à son cahier de charges. La présidente de cette structure a lors d'une sobre cérémonie procédé à l'inauguration du siège d'Ipolk au Katanga. La coupure du ruban symbolique a été précédée par la bénédiction du lieu par le prêtre qui a imploré l'accompagnement de Dieu dans tout ce qui sera entrepris ici. Que Dieu Tout-Puissant bénisse ces lieux au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'épouse de Joseph Kabila, qui ne résigne pas lorsqu'il s'agit de faire du bien à ses compatriotes, a promis son implication pour l'accompagnement de cette œuvre. Par les peu d'avantages que le Seigneur nous a accordés dans notre vie, d'avoir peut-être un tout petit peu plus que les autres, nous ne nous fatiguerons pas tant que nous le pourrons de développer des projets d'intérêt communautaire de façon à participer activement dans le développement humain de nos compatriotes, de notre progéniture, de nos enfants qui se trouvent être l'avenir du développement de notre pays. Initiative Plus OLK au Katanga a déjà dans son actif plusieurs réalisations. La dotation de ces bureaux est un coup de pouce de plus de la présidente de cette structure. Les actions que nous coordonnerons dans ces bureaux
se focaliseront sur l'humain afin de l'assister et de l'accompagner dans son épanouissement social et moral. La plus grande souffrance est de se sentir seul, sans amour, abandonné de tous. Pour ce Mama Wako, votre présence nous prouve que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes dans l'allégresse de vous voir ici parmi nous en ces jours particuliers de l'inauguration de bureau de votre association, notre association Initiative Plus dans le Haut-Katanga. Cette réalisation démontre encore une fois de plus que Marie-Olive Lebekabila ne fait pas les choses à moitié. Le bien-être de Congolais reste au centre de ses préoccupations. Toujours en société, l'avenue Konda Konda, je l'annonçais au sommaire, au quartier GB, dans la commune d'Ngaliema, est en train d'être revêtue de sa belle robe avec les travaux d'asphaltage qui sont en cours d'exécution. La caméra de BC Télévision vous a fait les constats par le biais de Christelle Genda et Générose Essengo. À Kinshasa, ce jeudi 3 juin 2021, les engins de l'Office de voirie et drainage étaient sur l'avenue Konda Konda, au quartier GB dans la commune de Ngaliema, pour l'asphaltage de cette route secondaire. Une riveraine rencontrée a exprimé sa joie au micro de votre rédaction. Il y a une très bonne activité qui se passe ici. Depuis pratiquement un mois, on a pensé à nous. Il y avait beaucoup de trous. Ça abîmait nos voitures. Et maintenant, on est en train d'arranger, nous sommes très ravis. Ils ont déjà terminé la première partie, mais ils sont en train de travailler de l'autre côté. Et les embouteillages sont vraiment maintenant aménagés parce que la route est très bonne. Nous remercions le chef de l'État, nous remercions le ministre de l'Autorité de ce pays. Ils sont les fils de ce pays. Parce que quand vous êtes un fils d'un pays, quand une maison est sale, vous l'arrangez. Et nous les remercions. Mais je vais seulement faire la remarque. Après ici, on envoie des gens pour nettoyer. Parce que par exemple, si on veut l'arranger à une semaine, c'est sale. Les gens qui balayent viennent la balayer, comme ça nous allons le compléter. Et vraiment, on respecte l'état de droit et nous sommes très très contents. C'est ça le pays. Merci au chef de l'État, Pachi Benton. Ce chauffeur de taxi a quant à lui interpellé les autorités au sujet du suivi régulier de ce genre de travaux afin qu'ils arrivent au bout. Je suis très content de voir cette route être réhabilitée. Je félicite l'OVD aujourd'hui pour les efforts et je demanderai au président de la République de faire en sorte que le suivi soit à 100% pour la continuité de ce travaux et non de voir les travaux être abandonnés pendant plus de 2 semaines où rien n'est fait. Notez que le prolongement de cette avenue qui débouche sur le boulevard Colonel Mongiba a aussi été réhabilité par l'Office de voirie et drainage qui compte donner à la RDC des routes dignes de son rang. Et puis en sport, la fin de la 26e édition de la Ligue nationale de football congolais connaîtra bien des rebondissements. L'association sportive Victoria Club s'en sort indemne des assauts juridiques lancés contre lui et le tout-puissant Mazembe est défavorisé par une sanction qui lui fait perdre 3 points au profit de son challenger direct. La 26e édition de la Vodacom Ligue 1 va se clôturer plutôt le 30 juin. C'est la résultante de la démarche menée auprès du ministre des Sports Serge Condé. Cependant, avant d'y être, les lignes ont bougé dans la gestion des contentieux soumis au verdict de la Ligue nationale de football, l'INAFoot par Don Bosco et l'AS Vita. Le team vert et noir est assuré de terminer championne de cette édition avec au moins 73 unités, car outre le point grappillé pour avoir battu Don Bosco, elle se vit offrir 3 autres points du fait du forfait collé au tout-puissant Mazembe qui a aligné le joueur Kabasu Tchongo qui avait pourtant accumulé des cartons jaunes lors de son dernier duel avec le club quinois. C'est conformément à la décision de la LINAFoot du mercredi 2 juin. Et de l'affaire joueur Zao Matutala, l'AS Vita Club s'en est sorti indemne pour avoir manifesté sa bonne foi en interrogeant au préalable la FECOFA avant d'utiliser les joueurs. Les Moscovites ont été considérés par la LINAFoot comme étrangers à la forfaiture entreprise par les 10 joueurs et son ancien club, l'AS Tchangou,
Kingu qui évolue dans l'entente provinciale de football de Kinshasa. Soit dit en vol que le joueur Matutala a écopé de 12 mois de suspension. Le tout-puissant Mazembe est provisoirement classé deuxième avec 63 points après 29 matchs joués. Le club Luchoua a contesté la décision de la commission des disciplines du championnat via son manager et secrétaire général Frédéric Kitengié et compte interjeter appel. Pour lui, nous citons, on n'a pas tenu compte de la logique des faits. Le tout-puissant Mazembe est frappé d'un forfait. Je crois qu'il doit y avoir une erreur dans la comptabilité des cartons jaunes. On va le démontrer. Fin de citation. Concernant le dernier match de Corbeau face à l'AS Maniema Union, les Badiangwena ont demandé le report vu que 7 de leurs joueurs sont appelés dans les équipes nationales africaines. Qui du tout-puissant Mazembe et de l'AS Maniema Union va accompagner en Ligue des champions de la CAF l'AS Vita quand on sait que le club de Kindu qui a 60 points a encore 3 matchs à jouer et que Mazembe n'a plus qu'un seul match à jouer. On le saura d'ici le 30 juin. Et puis en sport, parlons à présent stage des léopards congolais foot à prime qui séjourne en Tunis. C'est depuis mercredi 2 juin que tous les internationaux congolais convoqués par le coach Hector Cooper se sont réunis. Ils sont 29 au total, à l'exception de Yannick Bangala qui a manqué son vol pour avoir perdu ses papiers en terre chérifienne du Maroc. Avec les dernières arrivées, notamment de l'attaquant de Beijing Guan Cédric Bakambu et du défenseur du DSMP Inonga Baka, les Léopards présents à Tunis pour leur stage de préparation aux éliminatoires de Mondial Qatar 2022 affiche complet. L'effectif est de 29 athlètes. Yohan Ouissa est bien et bien du nombre, mais puisque blessé, il ne pourra pas être prêt pour la suite de la préparation, de sorte qu'avec l'absence de Yannick Bangala, Hector Cooper, le technicien argentin, ne pourra compter que sur un noyau de 28 joueurs. Et dans le groupe, on apprend que le capitaine Tissra insuffle beaucoup de fierté et de passion, arborant l'honneur de représenter le pays. Les 29 léopards présents à Tunis sont Bagio Siadi, Jackson Lunanga, Brunel Ifongue, Gédéon Kaloulou, Dieu merci Mokoko Amale, Ernest Luzolo, Fabrice Nsakala, Chris Mavinga, Nathan Idumba, Marcel Tisserand, Inonga Baka, Arsène Zola, Serge Mokoko Tonombe, Miché Mika, Samuel Mutusami, Gaël Kakuta, Fabrice Ngoma, Ben Malango, Walter Boalia, Jonathan Bolingi, Glody Lilepo, José Mpoku, Shadrach Akolo, Ngandu Kayamba, Joël Kiasumbwa, Pelim Panzou, Cédric Bakambu, Ganeli Imbula et Yohan Ouissa. L'on rappelle le calendrier de rencontre, ce 5 juin contre la Tunisie, puis le 9 juin opposé au Mali. Ces 2 matchs amicaux internationaux permettront à Hector Cooper de confectionner la liste de l'équipe avec laquelle il se présentera aux échéances éliminatoires du Mondial 2022, lui dont le contrat est basé sur la qualification de la RDC à la phase finale du Mondial Qatar 2022. Au sujet de la rencontre contre la Tunisie, Marcel Tisserand, le capitaine des Léopards, a déclaré, nous citons, la Tunisie est une équipe qu'on connaît bien. On l'a affrontée il y a quelques années. C'est une équipe mature qui a des joueurs qui évoluent dans des clubs intéressants. On va devoir être vigilant et bien se préparer. Pour moi, ce n'est pas un match amical. C'est un match qui va nous permettre de bien préparer les éliminatoires qui vont arriver bientôt. Avoir des adversaires d'un tel niveau va nous permettre d'élever notre niveau. Fin des citations. Ne nous quittez pas, mesdames et messieurs, l'actualité se poursuit avec la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux Paris Séjour à Kinshasa. À la une, à l'Union sacrée de la nation, l'heure est à la finalisation du projet portant création de la charte. À l'affiche, le 3 avril dernier, lors de la toute première réunion convoquée pour l'élaboration de ces projets, ce texte est revenu à la surface le mardi des juin, censé régir les patriotes qui se sont engagés à épouser la vision du chef de l'État. Ces documents charnières a focalisé l'attention de 85 sénateurs pro-Fachi qui se sont donnés en affaire les toilettages, a rapporte Mediacongo.net. Nous attendons que les autres forces politiques apportent aussi leurs amendements pour que finalement nous ayons une mouture à soumettre à l'initiateur qui est le président de la République, a déclaré Modeste Bahati au sortir de la rencontre. C7.CD s'intéresse aussi à cette première réunion des sénateurs de l'Union sacrée
autour de Modeste Bahati. Nous avons émis les amendements et nous attendons que d'autres forces politiques qui composent l'Union sacrée apportent leurs amendements pour que nous ayons une mouture de la charte de l'Union sacrée de la nation à soumettre à l'initiateur, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, a dit le président du Sénat, cité par le média en ligne. D'un sujet à un autre, RadioCapi.net rapporte que le programme alimentaire mondial des Nations Unies PAM a commencé mercredi déjà la distribution des rations alimentaires d'urgence à plus de 43 000 personnes déplacées à Sake, Minova et Rutshuru, des cités proches de Goma. Pour ces médias en ligne, ces sites ont accueilli un afflux de personnes fuyant leur maison à la suite de l'éruption soudaine du volcan Nyiragongo le 22 mai. Les personnes déplacées ont reçu des rations de 10 jours composées de farine, de légumineuses, d'huile et de sel. Les gens se sentent impuissants et désespérés. Les familles qui ont fui dépendent entièrement du gouvernement et des organismes d'aide pour les produits de base comme la nourriture, l'eau et les abris, a déclaré Erwan Roumen, coordonnateur de la zone Est du PAM. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse et merci de l'avoir suivi. Si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle ici le principal titre de ce journal. Opposition à la candidature congolaise au Conseil de sécurité des Nations Unies par la République gabonaise qui, selon la récente sortie médiatique de sa présidence, serait endossée par l'Union africaine pour le compte de l'Afrique centrale. Une dizaine de morts dans une nouvelle attaque des hommes armés non identifiés au village de Walese-DC en territoire de Mombasa, province de l'Ituri. L'avenue Konda Konda au quartier GB dans la commune de Ngalema est en train d'être revêtue de sa belle robe avec le travaux d'asphaltage en cours. Vous l'avez bien compris, mesdames et messieurs, c'est par ici que ce journal se referme complètement. Restez en bonne compagnie de nos programmes. Vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.